Rebonjour. Merci d'être nombreux pour cette deuxième session relative à l'appel à projet P4DP. Avant de démarrer, quelques informations techniques. Donc, le webinaire va durer un peu plus de 30 minutes, puisqu'on a démarré quelques minutes un petit peu en retard. Il sera enregistré, donc vous aurez un replay, un support de présentation qui vous seront communiqués prochainement. Vous avez aussi le chat pour poser vos questions-réponses, mais il est prévu un temps de questions-réponses pendant ce webinaire. Euh, je tiens à remercier mes collègues Yasmine Harim et Chloé Farjon pour l'organisation de ce webinaire. Donc, un petit tour de table. Donc, moi, je suis Imen Bati, je suis responsable de partenariat au Health Data Hub dans la direction des partenariats et je suis accompagnée de plusieurs collègues. Je laisse Laure se présenter. Bonjour à tous, je suis Laure Lachèvre et je suis chef de projet au SATE. Nous allons revoir un petit peu le dossier de candidature, tel que vous avez pu le voir sur démarche simplifiée, la convention de collaboration qui a suscité de nombreuses questions sur l'adresse générique P4DP qu'on vous mettra sur le chat, l'annexe financière et le petit temps de questions-réponses qu'on verra au cours du webinaire. Donc, un petit rappel sur l'appel à projet P4DP. Donc, l'appel à projet, comme vous le savez, il a été lancé le 25 janvier dernier par le Health Data Hub, coporté par le Collège national des généralistes enseignants, donc le CNGE, et le Collège de médecine générale, le CMG, bien sûr avec le soutien des membres du consortium P4DP, qui est en train de créer l'entrepôt national de données de médecine de ville, donc qui est composé de 6 membres, l'Université Nice-Côte d'Azur, l'Université Rouen-Normandie, le CHU de Rouen, l'OMIX et Health Data Hub, et le CNGE, bien sûr, qui est au coporteur de l'appel à projet. Il s'agit, dans le cadre de cet appel à projet, de soutenir une première promotion de cas d'usage pour démontrer l'intérêt du croisement entre les données médico-administratives de la base principale du SNDL, donc Système national des données de santé, avec la base P4DP, voire Primège, voire autres entrepôts de données de santé tels qu'hospitaliers. L'appel à projet donc, inclut 4 thématiques. Donc, vous pouvez candidater à une ou plusieurs thématiques. Donc, on a les études sur les multimorbidités, le pilotage du système de santé, la prévention et le chaînage à d'autres entrepôts de données de santé. L'appel à projet se clôture le 25 avril prochain. Les lauréats auront un accompagnement d'une durée de 24 mois par le Health Data Hub et le projet sera financé à hauteur d'environ 100 000 € par projet. Au niveau de l'accompagnement proposé aux lauréats, donc je vais laisser ma collègue Laure vous faire une présentation. Merci Laure. Bonjour à tous. Donc, comme Imen le mentionnait, l'accompagnement comprendra un soutien financier du HDH à hauteur de 100 000 € environ par projet. L'accompagnement comprendra aussi un soutien par le HDH au montage et au dépôt des demandes d'accès aux données de santé. Donc, comme mentionné lors du dernier webinaire, il sera nécessaire de passer par une demande d'autorisation à la CNIL et au CESRES. Et du coup, le HDH sera présent pour vous accompagner dans la relecture des différentes pièces du dossier et vous permettre d'obtenir les autorisations le plus rapidement possible. Vous aurez aussi accès, si besoin, à la plateforme du HDH qui sera mise à disposition à titre gracieux. Donc, vous aurez accès à des espaces de travail au sein de la plateforme et à un set d'outils qui seront disponibles sur la plateforme pour vous permettre de réaliser votre étude. Et ensuite, le HDH vous aidera aussi à ouvrir certains résultats. Donc, Imen en parlera tout à l'heure sur tout ce qui est open source. Et bien évidemment, le HDH soutiendra la diffusion des résultats du projet sur différents réseaux et canaux. Merci Laure. Voilà. Donc, comment candidater? Petit rappel, donc vous avez jusqu'au 25 avril à minuit. Si vous candidatez un petit peu avant, ce serait chouette. Le jury de présélection se réunira le 27 mai prochain. Il y aura aussi également des auditions et l'annonce des lauréats se fera d'ici à l'été 2024. Pour rappel, le montant est d'environ 100 000 € avec un accompagnement d'une durée de 24 mois par projet lauréat. Au niveau du dossier de candidature,
Donc, pour rappel, dans le cahier des charges, vous avez 6 critères de sélection qui seront examinés attentivement par les membres du jury P4DP. Donc, vous avez les bénéfices attendus, le caractère innovant du projet, la faisabilité et le réalisme technique du projet, la capacité du ou des porteurs du projet à porter le projet et la maturité du projet, l'open science et le dimensionnement et la pertinence de l'accompagnement demandé. En pratique, alors là, il s'agit d'une capture écran de la page P4DP sur démarche simplifiée. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore candidaté et qui se posent des questions, en commençant à renseigner démarche simplifiée, vous aurez accès au fur et à mesure des pages aux différents documents demandés dans le cadre de la candidature. Une fois que les lauréats seront sélectionnés dans le cadre de l'appel à projet P4DP, le HDH conventionnera avec le lauréat donc, sur l'objet de l'étude. Donc cette convention va rappeler les droits et les obligations des différentes parties. Il y aura également des annexes, un rétro-planning et l'état des lieux des financements octroyés. Alors, avant de démarrer sur l'annexe financière, un rappel. Au niveau du HDH, mais également, c'est une démarche qui est soutenue par le ministère de la Recherche, la démarche d'open source. Comme indiqué dans le cahier des charges, l'objectif est de favoriser le partage de données. Donc, en fonction des briques qu'on va pouvoir avoir, par exemple, sur de la documentation, des algorithmes, de l'appariement, toutes ces données-là pourront être amenées à enrichir, à capitaliser des choses au niveau de la communauté Data Science. Alors, juste un petit rappel, il n'est pas question de récupérer des choses ou de déposséder les structures ou les brevets. L'idée est vraiment d'enrichir à l'état de l'art ce qui existe déjà et d'innover. Alors, au niveau de l'annexe financière, donc, je vais vous la présenter un peu plus en détail juste après, mais de manière globale, il y a un règlement financier qui cadre les modalités de financement à octroyer au niveau du HDH. Donc, il y aura une analyse de l'éligibilité à l'aide d'État. L'échéancier, donc le montant qui sera versé, sera fait en plusieurs fois avec une rétention à 25%. Et les données financières seront indiquées de manière prévisionnelle dans l'annexe financière, mais ensuite, les sommes octroyées par le HDH se feront en fonction du réel et des justificatifs initiaux et finaux. Au niveau des coûts admissibles, donc on va prendre en compte dans l'annexe financière les coûts directs et les coûts indirects. Par exemple, dans les coûts directs, vous avez les dépenses de personnel et dans les coûts indirects, par exemple, les factures d'eau, d'électricité, téléphone, etc. Au niveau des justificatifs à fournir, donc ils seront à fournir uniquement pour les lauréats de l'appel à projet avec lesquels nous allons conventionner. Donc en termes de justificatifs, par exemple, il peut y avoir le contrat de travail de la personne recrutée, les fiches de paye, le relevé de dépenses, le rapport de résultats sur les différentes étapes, etc. Je vous propose de voir l'annexe financière. Vous la voyez? Oui, parfait. Donc, au niveau de l'annexe financière, donc, comme vous avez pu le voir, donc, elle est sur le site du Health Data Hub, parce qu'on avait pas mal de questions là-dessus au niveau de l'adresse générique P4DP, mais elle est également sur le site de démarches simplifiées. Donc, vous avez en premier onglet la fiche identité, donc, qui concerne la raison sociale et le nom du partenariat, voire des bénéficiaires directs, bien sûr, mais indirects également, avec une définition du taux journalier moyen. Ensuite, vous avez une annexe financière par étape. Donc, c'est vrai qu'au niveau des projets, il peut y avoir 2 à 3 étapes en général. Donc, par exemple, admettons, vous avez un projet sur 2 étapes. Donc, vous avez sur le premier onglet, donc l'étape 1, vous allez indiquer le nom du projet. L'étape 1 va démarrer au moment de la signature de la convention de collaboration entre le lauréat et le Health Data Hub, pardon, et ira jusqu'à la période de fin d'étape numéro 1. Dedans, il faudra indiquer la nature des dépenses. Donc, il y a les dépenses directes, ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Bon, pour rappel, vous aurez le support de présentation. Nous sommes à disposition s'il y a un peu plus de questions, c'est plutôt webinaire.
et même pendant le temps de questions-réponses. Alors, il y a également les frais de coûts indirects, donc, que vous voyez là, en partage d'écran. Donc, sur ces étapes-là, vous allez indiquer le nom du bénéficiaire, le taux journalier moyen qui s'applique par rapport, par exemple, en frais de personnel à la personne recrutée, le nombre de jours qui sera mobilisé pour la personne concernée, le montant théorique. Et en termes de justificatif, bon, bah, par exemple, il va y avoir la fiche de poste, copie de lettre de mission, copie de contrat de travail. Ensuite, en fonction de cela, les montants octroyés seront revus si nécessaire. Pour l'annexe étape 2, nous allons avoir également le même cas de figure. Donc, vous pouvez ajouter autant de lignes que nécessaire sur les frais de personne, sur les coûts directs ou indirects, et ainsi de suite, sur les différentes étapes. Donc, juste pour rappel, donc, sur l'onglet 2, consolidation et calendrier, donc là, en fait, vous avez un résumé synthétique et très détaillé sur les différentes annexes, les noms des partenaires, le total de financement, le taux de rétention qui est appliqué dans le cadre de cet appel à projet P4DP, puisque le taux de rétention est de 25%, le solde, le montant à verser, etc. Si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer au temps de questions-réponses et nous allons commencer à répondre aux premières questions qui ont été posées. Ouais. Merci à tous. Donc sur les questions, peut-être je prends la main, Imen. Oui. Ok, alors, merci Imen. Donc concernant les questions, alors je vais les reprendre ici. Il y a une question. Bonjour, le formulaire expression de besoin SNDS s'applique-t-il aussi pour les candidats de recherche publique ayant un accès permanent? Alors, concernant cette question, l'accès permanent, il va fonctionner que pour des études qui impliquent des données de la base principale du SNDS. Vu qu'ici, il va y avoir un appariement avec la base P4DP, on va être sur une démarche classique RNIPH, donc avec un passage CSRES et CNIL. Voilà. Ensuite, autre question. Donc, il y a une question sur avoir accès au dictionnaire des données P4DP. Donc, ça, on revient rapidement vers vous au plus vite. On le mettra dans la. Cette question est. Oui, exactement. Donc, on revient vers vous très rapidement. Il y a une question. Ça, ce serait plutôt pour toi, Imen ou Jeanne. Alors, attendez. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs bénéficiaires de l'aide? Les 100K seraient-ils répartis entre les partenaires? Je ne sais pas si Imen ou Jeanne, vous avez la réponse à la question. Alors, vous aurez 100 000 euros environ par projet lauréat. C'est une enveloppe globale en fonction du porteur et du dépôt de la personne, enfin morale, qui déposera le dossier. Est-ce que Jeanne, tu souhaites compléter la réponse? Ça dépendrait de l'appel à projet. C'est vrai que si on parle d'une enveloppe globale, ça veut dire que là, c'est partage pour tout le monde. Ok, donc ça veut dire que c'est 100 000 euros qui se partagent entre tous les lauréats. D'accord. Donc, selon, en gros, les demandes et selon ensuite les sélections qui seront faites des projets éligibles après analyse des dossiers de candidature, on prendra en compte effectivement les demandes effectuées par porteur, enfin par candidat, pour ensuite savoir combien de candidats seront sélectionnés, sachant qu'il y a 100 000 euros à se partager entre tous les projets. Voilà. Donc, si vous êtes 10 partenaires sur le même projet, l'enveloppe sera identique. Dépendant du besoin exprimé par chacun. Parce qu'il pouvait être dit, effectivement, 10 porteurs d'un seul et même projet avec des besoins de financement différents. Ensuite, prochaine question. Pouvez-vous préciser la notion de 25% de taux de rétention? Alors, au niveau du taux de rétention, donc, par exemple, vous avez un projet qui est sur des étapes. Vous allez avoir une rétention de moins 25% sur le montant de l'étape 1 et une rétention sur l'étape 2. Donc, l'idée est bien sûr de soutenir financièrement pour le projet qui sera sélectionné, mais cette rétention permet également de vérifier en fonction des justificatifs le réalisé. En fait, c'est ça pour compléter. Merci beaucoup, Imen. Vous avez du coup, imaginons un besoin en financement à hauteur de 10 000 euros.
OK, soit ces 10 000 euros-là, soit selon le calendrier du projet, peut être versé en une seule fois, soit il pourra y avoir des étapes de financement. Et c'est ça ce que disait Imen. À chaque étape de financement, il y aura une rétention de 25% du montant qui sera effectué et qui seront débloqués au moment de la fin du projet, donc de la livraison de certains résultats ou autres. Voilà, ce sera donc une dernière étape du financement qui fera qu'ensuite vous aurez, donc à la fin du projet, la totalité du montant validé et demandé. Bien. Question concernant l'annexe financière. Est-ce que l'onglet 2 se remplit automatiquement avec les données indiquées dans les onglets de chaque étape? Il y a des formules effectivement à appliquer. Il faudra bien s'assurer qu'elle n'ait pas été supprimée au moment du remplissage de l'onglet 1. Sinon, le cas échéant, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à les copier-coller. Mais oui, effectivement, il me semble qu'il y a des formules dans ce tableau Excel et qu'il faut être vigilant à ne pas supprimer toute la cellule, mais uniquement la remplir après le égal. Très bien. Alors, pas mal de questions qui... Est-ce que l'on peut cibler toute la population dans PKDP? Alors, non, j'ai juste la question. Le but, ça va être de détailler en fonction de l'étude que vous allez faire. Vous allez demander de cibler tout ou une partie de la population dans P4DP et en fonction de ça, on fera l'appariement qui correspond dans le SNDS. Ensuite, je reviens avec une précision. Non, ce n'est pas 100 000 euros d'enveloppe globale pour la totalité des lauréats à se partager. C'est une moyenne de 100 000 euros par lauréat qui a été proposée selon l'enveloppe que l'on a. Donc, ça, navré pour la petite erreur. Ensuite, je regarde les questions. En cas de recrutement En cas de recrutement conditionnel à la sélection du lauréat, est-ce que la fiche de poste suffit initialement? Oui, c'est ça. En fait, nous, au moment où on va financer un profil, donc si le profil est à recruter, nous, ce qui nous intéresse, effectivement, ça va être de comprendre sur quel poste il va être mobilisé et le montant. Donc, par exemple, une fiche de poste avec un montant de salaire estimé nous suffit amplement pour nous ensuite s'adapter au réel, au profil qui aura été recruté. C'est juste pour pouvoir être vraiment le plus près possible de ce que ça nous coûtera effectivement au réel. Donc oui, une fiche de poste, une fiche de candidature avec estimation du salaire, du profil sera suffisant oui, pour valider la convention et pour initier les premiers versements. J'ai une question. Est-il possible d'avoir un délai supplémentaire pour le dépôt de dossier de candidature? L'appel à projet ferme le 25 avril. Voilà, 25 avril au soir. Le 25 avril au soir. Mais c'est une très bonne question hein, qu'il fallait poser. Donc, alors, tac, tac, tac. Je regarde juste les questions. Dans l'annexe financière et dans le dossier de candidature, comment déclarer une personne pas encore recrutée, CDD stage? J'imagine que ça rejoint... Voilà, ça veut dire que c'est pas de problème hein, généralement. Enfin, c'est vrai que c'est toujours mieux de conventionner avant de pouvoir engager un recrutement. Et auquel cas, la fiche de poste qui sera publiée au moment du recrutement nous suffit. Mais il faudra bien effectivement indiquer le montant estimé. Si vous l'avez pas, enfin, s'il n'est pas encore connu au moment du remplissage du dossier, de l'annexe financière, c'est pas grave. Vous pourrez nous préciser dans le dossier de candidature et on saura effectivement qu'il y aura peut-être une fourchette si vous l'avez. Mais oui, uniquement une fiche de poste sera suffisante si le profil n'est pas encore recruté, pas de problème. Très bien, merci Jeanne. Quelle est la date de début à mentionner dans le formulaire? Est-ce que c'est la date de mise à disposition de la base P4DP? Le formulaire, c'est l'annexe financière? C'est pas précisé dans le formulaire. C'est que souvent, il va y avoir, par exemple, sont éligibles justement certains frais qui sont liés à la préparation, aux démarches réglementaires, etc. Donc, c'est vrai que si ce sont des activités que vous souhaitez être financées dans le cadre de ce projet-là, le projet débutera durant ces étapes-là, puisqu'elles seront financées. Donc, c'est à vous
de voir, mais généralement, on a pour habitude de considérer le début d'un projet à partir du moment où il est sélectionné, et donc on inclut le temps lié aux démarches réglementaires dedans. Parfait. Après, il y a une question. Y a-t-il le NIR dans P4DP pour pouvoir faire l'appariement avec les données du SNDS? Donc ça, je confirme que on fera un appariement direct entre la base P4DP et la base principale du SNDS. Si jamais le taux, donc un appariement direct qui se basera sur le NIR, et si jamais le taux d'appariement n'est pas satisfaisant, on pourra compléter avec un appariement indirect. Et pour la question de Monsieur Le Breton, est-ce que les démarches, réglementaires vont durer au moins 9 mois? Est-ce que le temps d'étude de 24 mois début d'après? Oui. Ok, donc le temps d'étude démarre une fois les données obtenues, c'est ça? Très bien. Alors, on a une question sur que comporte la base principale du SNDS. Ah, on avait fait un petit focus lors du dernier webinaire, donc je vous invite à regarder le replay. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site du HDH, vous avez pas mal de documentation disponible, en fait, notamment sur la base du SNDS. Vous avez un dictionnaire interactif qui est disponible que vous pouvez consulter. Et en cas de question, si jamais il y a besoin de repréciser des choses, vous pouvez nous contacter sur l'adresse email de l'appel à projet. Alors, je vais reprendre. Alors, on a une question aussi sur la propriété intellectuelle. Donc, lorsque les candidats seront sélectionnés, lorsqu'on aura les lauréats, il y aura un accompagnement qui sera fait par la direction des partenariats notamment, et la propriété intellectuelle fera partie d'un des ateliers. Au niveau de la propriété intellectuelle, même si on promeut l'open source, il y a également les droits qui sont propres aux structures. Donc, cette question-là est bien sûr travailler aussi de concert dans le cadre de l'accompagnement qui sera opéré. Ensuite, on a quelques questions qui sont des doublons. Donc, sur le NIR. Et pour revenir sur les 24 mois, parce que du coup, pour me présenter, je ne suis pas associée au projet P4DP, mais plutôt à d'autres programmes, et je viens surtout en appui pour les questions financières. Vous aviez posé des questions sur la durée d'étude de 24 mois. Dans le cahier des charges de P4DP, il est précisé déroulement sur une durée ne dépassant pas 24 mois à compter de la date de la signature de la convention de collaboration. Donc, il faut savoir qu'une signature de convention de collaboration intervient en moyenne d'ici 4 mois après la sélection du projet. Ce qui fait que vous pourrez compter votre début de votre étude à plus 5 mois, à partir 4-5 mois, le temps de mettre en place les ateliers et ensuite de signer. Donc, plus 5 mois à compter de la sélection de votre projet. Donc là, si vous soumettez votre projet, ce sera donc dans 5-6 mois, selon le calendrier d'annonce des lauréats, qui sera estimé que le projet débute. Donc déjà, effectivement, ça inclut donc une partie des démarches réglementaires, ce qui fait qu'elles peuvent être financées. Très bien. Il y avait une question. Peut-on définir un versement dès la signature de la convention de collaboration? Oui, justement, dès que la signature est effectuée au niveau de la convention de collaboration, le projet débute et auquel cas, les versements sont appliqués. Est-il possible d'indiquer des coûts de personnel pour lesquels aucune aide n'est demandée puisqu'il s'agit d'un personnel titulaire de l'université? Alors pour nous, si ça a un intérêt pour votre structure d'inscrire quelque part qu'il y a que le montant total du projet, faites-le. Par contre, nous, c'est vrai que et il y a, il me semble, dans le dossier de candidature, justement, une case qui demande le coût total du projet. Par contre, effectivement, pour l'annexe financière, il n'est pas nécessaire de l'inscrire parce qu'ils ne seront inscrits dans l'annexe financière uniquement les coûts que nous allons financer. Donc, inscrivez uniquement les coûts éligibles déjà par le financement des utilisateurs. Donc là, vous pouvez le retrouver via le règlement financier qui est publié sur notre site internet. Et nous, comme ça, on sait quel est vraiment le besoin exprimé et que vous nous demandez pour ensuite. Si, Jeanne. On a une question aussi sur est-ce que le HDH fera l'appariement ou l'équipe lauréate? Non, il y aura une équipe au HDH qui s'occupera de l'appariement. Au HDH, donc
Laure travaille dans la direction projet service utilisateur, donc sa direction notamment est fortement mobilisée lorsqu'il y a les lauréats pour les accompagner notamment sur les modalités techniques d'appariement des bases. Le projet peut en effet être financé à 100% si les 100% des frais demandés sont éligibles au financement du Health Data Hub. Il y a une question, comment savoir si le projet est compatible avec la plateforme, donc avec la base Primège. Ce qu'il faut savoir, c'est que Primège, c'est un peu un projet avant-coureur de P4DP. Donc, a priori, c'est un modèle qui est assez similaire, donc ce sera compatible. Alors, on a une question sur quels sont les critères de sélection. Donc, les critères de sélection correspondent aux 6 items que je vous ai présentés au démarrage du webinaire. Donc, ces critères de sélection, vous les avez de manière plus détaillée dans le cahier des charges P4DP, mais sinon, vous pouvez aussi retrouver le détail et les précisions dans le replay du webinaire du 15 mars. P4DP. Donc, si vous le souhaitez, on peut vous mettre le lien dans le chat. Parce que c'est vrai qu'on a pas mal de questions sur des choses qu'on a déjà évoquées au premier webinaire. Donc, j'imagine qu'on a aussi de nouvelles personnes aujourd'hui. Merci de votre participation d'ailleurs. La question de Madame Moubaya, est-ce que les justificatifs sont demandés au moment du dépôt? Non, pas besoin. Ce sera vu en effet uniquement au moment du début de l'accompagnement. Ce serait trop demandé de vous aussi vous demander effectivement de nous fournir ces justificatifs, donc pas de problème. Par contre, c'est très bien d'anticiper effectivement le cas échéant, mais ce sera uniquement fait lors de l'accompagnement. Oui, les frais de gestion des universités sont des coûts éligibles. Ok, je regarde. Il est déjà 31, donc je pense qu'on va bientôt s'arrêter. Il y avait un peu des questions sur le lien pour accéder sur Démarche Simplifiée. Moi, je l'ai testé, mais j'ai l'impression qu'il fonctionne bien parce que j'avais des questions. Donc, n'hésitez pas à nous redire sur le chat si le lien ne fonctionne toujours pas. Et sinon, on vous le remettra sur le site du HDH. Est-ce que les étapes de l'annexe financière correspondent aux jalons de l'étude? Oui, ça peut. Ça peut, selon le montant demandé, effectivement, vous pouvez diviser les étapes de financement comme les jalons de l'étude. Après, si effectivement il y a 2 petits jalons, on peut très bien envisager de faire une seule étape de financement. Généralement, moins il y a d'étapes de financement, plus la gestion en est plus simple et on initie un seul versement, mais c'est quelque chose qui est faisable, effectivement. Nous, après, on s'adapte aussi à vos besoins, donc qu'il n'y ait qu'un seul versement regroupant plusieurs étapes, ou bien que chaque étape soit bien similaire à son étape de financement, c'est faisable aussi. Il y avait une question, est-ce qu'il est possible de financer des CDI et ou des postes chercheurs titulaires dans leur institution? J'imagine pour la réalisation pour les besoins de l'étude. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, tout à fait. Pour les besoins de l'étude, tout à fait. Très bien. Je pense qu'on a fait à peu près un tour sur... Après, c'est vrai qu'on a pas mal de questions. Ça concerne vraiment ce qui a été dit en webinaire 1 et puis qui renvoie aussi au cahier des charges de l'appel à projet P4DP. Des questions un peu plus détaillées sur l'accompagnement du Health Data Hub concernant les lauréats. Après, il y a aussi des questions qui sont assez particulières selon les porteurs de projets. Donc, je vous invite également peut-être à nous solliciter sur l'adresse générique P4DP. Et je redis juste parce que j'ai vu une question. Donc, le prérequis pour l'appel à projet, c'est bien de chaîner la base P4DP avec la base principale du SNDS. Vous pouvez chaîner une troisième base avec, mais le prérequis, c'est bien SNDS et P4DP. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur la plupart des questions. On va repasser un peu sur les questions et Enfin, n'hésitez pas à nous recontacter sur la boîte mail de l'appel à projet s'il y a d'autres questions et on essaiera de vous répondre au plus vite. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Donc, comme on l'a dit au démarrage, donc le replay, le support de présentation vous sera envoyé. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, donc je vois pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on a comme données P4DP, Primège, etc. Vous pouvez également revenir vers nous puisqu'on fait aussi le lien avec ce qui a été dit en webinaire 1 et puis la richesse des interventions qu'il y a eu avec le CMG et CNGE, et puis également avec les membres du consortium PKDP si besoin, puisqu'il y a aussi des questions assez particulières
Voilà. Nous vous remercions de votre attention. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.